Le premier intervenant est le docteur Philippe Charlier, que tout le monde connaît, bien entendu. Il est le créateur de la... Bon, déjà, il a travaillé sur les restes d'Agnès Sorel et de Henri IV. Il est commissaire de l'exposition sur les zombies qui se passe actuellement au musée du Quai Branly. Et il va donc nous parler du vaudou béninois, sur lequel il a beaucoup travaillé. Chers amis, bonjour. 20 minutes, rassure-toi, montre en main, douche comprise. Alors, merci beaucoup d'abord pour cette invitation à parler devant vous à propos du vaudou. Le vaudou dont il va être question maintenant est le vaudou béninois, c'est-à-dire celui qui existe dans l'Afrique subsaharienne. Avant de vous parler des voyages des Fiosso, il me revient de vous raconter deux histoires pour vous mettre également un petit peu dans l'ambiance, parce qu'on vient de quitter les mondes himalayens. Là, on va aller vraiment dans un autre contexte chrono-culturel. Pour planter un tout petit peu le tableau, l'histoire dont il va être question se déroule entre Porto Novo, Abomey et Lomé, donc dans un triangle qui fait à peu près 150 km de grand axe, qui se situe à la conjonction entre le Bénin, le littoral, et le Togo, et notamment dans la lagune autour de Grand Popo et de Anéro. D'abord, définissons ensemble le vaudou. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est clair pour tout le monde. Le vaudou est une religion, avant toute chose, avec son clergé, avec ses textes saints qui anciennement étaient transmis de façon orale et qui maintenant sont désormais écrits. Vous avez également un panthéon, une organisation, mais un panthéon qui est très mobile, avec des grands dieux, entre guillemets, qui sont partagés entre les différentes communautés, et puis des petites divinités qui sont locales, qui peuvent correspondre à l'incorporation d'une divinité apportée lors d'une migration, ou par un mariage, ou par une tractation commerciale, ou par exemple un lieu particulier, comme une source, comme une fontaine, comme un rocher remarquable, ou encore une grotte, ce genre de choses. Donc on a un panthéon qui est relativement hétérogène. Parmi les grandes divinités, évidemment, il va être question des Fiosso, dont je vais vous parler un tout petit peu après. Puisqu'il est question de voyage, notamment de voyage des âmes, et par exemple des esprits ou des ancêtres, qui prennent une forme un peu divinisée, je vais vous raconter une histoire avant toute chose. J'étais en train de cheminer avec Constant, qui est un de mes amis et informateurs sur place, descendant du roi Glélé, le roi d'Abomey, ceux qu'on appelait avant les rois dieux du Dahomey. Et Constant roulait avec moi en voiture sur une route assez cabossée le matin en quittant la ville d'Abomey vers le sud, vers un petit village qui s'appelle Lissazoumé. Il est 6h30 du matin à peu près, le soleil s'est levé depuis peu de temps, on chemine et puis le téléphone sonne. Alors pas un iPhone flambant neuf, enfin celui-ci n'est pas flambant neuf, mais en tout cas un vieux Nokia, vous savez, les téléphones qui sont increvables. Et il sonne, il le met en haut-parleur parce qu'on doit faire de la route, et là on entend une voix un peu nasillarde et qui parle un peu comme ça. Une voix qui est grave et nasillarde. Et cette personne, au bout du fil, parle, longtemps, un long monologue. De temps en temps, Constant s'interrompt et dit « Hachi Baba », ce qui en Yoruba, la langue des ancêtres, celle qu'on parle encore de l'autre côté de la frontière, au Nigeria, signifie « oui l'ancêtre »,« oui le vieux »,« oui, mais c'est respectueux ». Et puis au bout de facilement, montre en main, 15 minutes, là, la discussion s'arrête, la personne raccroche au bout du fil. J'interroge Constant, évidemment, je ne l'avais pas interrompu pendant tout ce temps-là, et je lui dis, dis donc, c'est bizarre. Oui, c'était mon grand-père. Ah dis donc, il avait plein de choses à te raconter. Oui, il me disait, parce que je n'avais pas compris, il parlait un mélange de fon et de yoruba s'interpénétrant l'un avec l'autre, et il avait dit, oui, tu ne devrais pas sortir avec telle fille, tu ne devrais pas faire ce voyage, tu devrais jouer tel numéro au loto vendredi prochain. Voilà, vraiment des choses assez pragmatiques, etc. Je lui dis, non, t'étais hyper respectueux avec lui. Ah oui, c'est mon grand-père quand même, c'est pas rien, etc. Je lui dis, mais quand même, il avait une voix un peu bizarre. C'est le médecin qui reprend, parce que je suis médecin légiste de formation, c'est le médecin qui parle, il avait quand même une voix un tout petit peu bizarre. Il me dit, oui, c'est normal, il est mort depuis 15 ans. En fait, c'est une habitude maintenant d'utiliser soit les nouvelles technologies, le téléphone portable, parfois même des emails, ou encore d'utiliser les anciennes technologies qui peuvent être des messages ou la divination avec les kauris ou avec des graines pour entretenir cette perméabilité entre le monde des vivants et le monde des morts. Ne me demandez pas si c'est vrai, si c'est vraiment lui qui a appelé ou pas, c'est pas mon problème. Et même, ça n'est pas la question. Ce qui compte, c'est cette construction anthropologique d'une perméabilité entre le monde des vivants et le monde des morts.
Bon, évidemment, je suis quand même cartésien et scientifique et chercheur. J'ai évidemment essayé de rappeler le numéro, vous imaginez bien. Mais c'était un numéro masqué, évidemment. Donc, dièse 31 dièse, on ne pouvait pas rappeler le numéro. Deuxième exemple que je voudrais vous citer, avant de venir à Efioso, c'est toujours pour rester dans ce thème et pour illustrer avec des cas pratiques. C'est une histoire que j'ai vécue lorsque j'étais à Kétou. Donc Kétou, on est à l'est du Bénin, pas très loin de la frontière avec le Nigeria, et je passe près de la forêt sacrée en fin d'après-midi, et là il y a deux hiboux. C'est vraiment la fin de l'après-midi, la nuit est déjà en train de tomber, il y a déjà les chauves-souris qui sont sortis pour aller manger les insectes le soir, donc la nuit est tombante. Et là, il y a deux hiboux qui sont en train de se battre dans la forêt sacrée. On n'y rentre pas, on le voit de l'extérieur, il y a un mur, et puis on a des grands arbres, des hirocos, et deux hiboux sont en train de se battre, mais bien, vraiment, on voit qu'il y a une haine, une hargne, c'est violent, hein, c'est du brutal. Et ils se battent. Bon, nous on passe, on voit ça, on se dit que c'est quand même un peu bizarre. Le lendemain matin, j'ai appris que les prêtres qui s'étaient rendus à la forêt sacrée avaient trouvé non pas les deux hiboux, mais un hibou mort au pied de l'Iroko. Et a priori, les témoins ont raconté que les deux hiboux se sont battus pendant toute la journée. Et puis, dans la même journée, on a appris qu'un sorcier, alors le sorcier n'a pas le même sens péjoratif qu'en Occident, hein, c'est-à-dire un prêtre ou un homme animé d'un pouvoir magico-religieux, capable de faire tantôt le bien, tantôt le mal, selon la main qu'il utilise. Et donc, on a appris qu'un sorcier, entre guillemets, avait été retrouvé mort dans son lit au petit matin. Quelle est la traduction de cette métaphore et de ce symbole extrêmement fort? C'est qu'il y avait eu une métamorphose et que deux sorciers, dans le contexte chronoculturel du vaudou béninois, deux sorciers s'étaient affrontés l'un contre l'autre sous cette forme métamorphosée que sont les hiboux. Quand vous voyez un hibou, dès que la nuit est tombée au Bénin, eh bien c'est un sorcier dont on dit qu'il est en expédition. Il est parti. Prenez une comparaison de vol de chaman, par exemple. Eh bien c'est un oiseau tel que celui-ci, ou un oiseau de proie, ou un oiseau en tout cas qui est chasseur, comme un hibou peut l'être, eh bien, c'est un sorcier qui est en train de commettre une expédition, tantôt positive, tantôt négative, bien entendu. Et là, eh bien, il s'est battu tout simplement contre un de ses homologues, et c'est un combat qui est allé jusqu'à la mort, et le corps duquel l'âme du sorcier s'était échappée pour faire ce combat, eh bien, le corps, évidemment, n'a pas survécu, puisque l'âme était morte à distance dans la forêt sacrée. Alors venons-en à Efioso, pour tenir mon temps, ce qui sera absolument le cas à la seconde près. Efioso est une des divinités principales de ce panthéon du vaudou béninois. C'est une divinité qui est justicière. C'est le dieu de la foudre, le dieu du tonnerre, le dieu du feu du ciel, si on peut dire. Et vous le voyez ici représenté avec une hache qu'il tient à la main, qui est une hache un peu comparable à la hache ou à la foudre de Zeus. D'ailleurs, on dit le foudre de Zeus, mais l'idée est tout à fait la même, c'est celle de ce pouvoir par le feu du ciel, eh bien, de transmettre une justice et une action à distance. On est vraiment dans le cadre de cet exposé. Si on veut voir également à quoi ressemble Efioso, il faut aller dans la forêt sacrée de Kpassé, qui est juste derrière Ouida, où il y a des représentations de beaucoup de divinités du Panthéon. Et vous avez ici Efioso, sous sa forme Yoruba, Shango, avec sa double hache, qui ressemble un petit peu à la double hache qu'on voit au sommet des palais minoens. C'est absolument aucun lien, mais c'est simplement une forme homologue, tout simplement. Vous le voyez également parfois métamorphosé en bœuf ou bovidé. C'est une autre forme, et dans ce cas-là, la foudre sort de sa bouche, et vous la voyez ici entre les dents, et c'est vraiment une façon de symboliser ce pouvoir, non pas simplement de métamorphose, mais aussi de justice à distance. Alors, vous avez aussi des récades, c'est-à-dire des instruments de pouvoir qui représentent de la même façon cette foudre ou ce foudre qui sort de la bouche d'un animal, assez souvent un grand mammifère. J'aurais bien voulu vous apporter ma récade, parce que j'en ai une en tant que dignitaire, mais voilà, pour des raisons de conservation. Et dans le métro, c'est difficile en période actuelle de se balader avec une récade, on se fait facilement arrêter par les policiers. Vous avez ici une autre figuration d'Efioso avec cette hache, voilà. Et ici, une adepte d'Efioso qui tient, ou plutôt sous sa forme de Shango, la forme Yoruba, qui tient ses sceptres avec une prêtresse et au-dessus d'elle, cette double hache au-dessus de la tête.
Alors, je vous ai dit que c'était une divinité de justice. Pourquoi et comment ça se passe ? L'histoire que je vais vous raconter ressemble un tout petit peu à celle de Minority Report de Philip K. Dick, dont vous avez pu, j'espère, lire le livre, sinon voir le film, l'adaptation avec un célèbre acteur américain beau gosse. L'idée est la suivante, c'est que Ephiosot est une divinité de justice qui rend la justice avant que le crime ne soit commis. Donc elle a toujours un temps d'avance sur les humains. C'est une justice expéditive. Dans le vaudou béninois, il n'y a pas de pesée des âmes à la fin de la vie de l'individu. On ne va pas être jugé à la nuit des temps, avant l'ultime résurrection. On est jugé immédiatement pour nos faits, voire même avant même de commettre les faits. L'intention de nuire justifie une action divine immédiate. Donc les dieux sont là pour protéger les hommes, comprenez-le de ce sens-là, et ne laissent jamais un crime impuni. Donc c'est pour ça que toute mort dans l'Afrique subsaharienne assez souvent, et particulièrement dans le Bénin du vaudou, toute mort n'est jamais naturelle. Il y a toujours soit un sorcier qui a agi, soit une divinité qui a fait justice. Et Ephiosot est justement chargé de ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand un individu, par exemple, a l'intention, et là ce sont des histoires que j'ai pu collecter sur place, quand un individu est à un arrêt de bus, par exemple, et a l'intention de mettre du poison dans la nourriture de quelqu'un pour lui faire du mal, bien entendu, pour le tuer ou le rendre malade, eh bien cette personne-là va être soudainement fulgurée. La foudre va s'abattre sur elle. Alors, il ne faut pas imaginer que c'est une foudre, un coup d'éclair tonitruant, etc., mais c'est simplement la personne qui va tomber par terre, raide, morte. Donc, quand la foudre tombe, c'est une mort immédiate. Mais n'imaginez pas forcément un éclair, un bruit, ce genre de choses. Ça peut arriver, notamment dans un ciel sans nuages. Là, quand on entend un bruit d'éclair dans un ciel sans nuages, on sait que c'est Ephiosot qui vient de se manifester. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Le corps tombe par terre, la justice vient de se produire. À distance, les prêtres de Ephiosot sont au courant de ceci. Il y a des prodiges dans leur temple, dans leur couvent, des signes tout simplement qui leur indiquent que quelque chose vient de se produire. Et ils vont partir en voiture, sachant par la divination Fa, donc une divination par les cauris ou par des graines, ils vont savoir exactement l'endroit où s'est produit ce prodige, c'est-à-dire cette apparition immédiate et justice immédiate de la divinité Ephiosot. Ils vont trouver le corps, ils vont attacher le corps avec interdiction à quiconque n'est pas initié d'Ephiosot d'y toucher, par danger tout simplement, de condicuité et de transmission d'une mort un peu de façon infectieuse, à rythme rapide, et il va y avoir transport du corps, attaché par les pieds, tiré par l'arrière de la voiture. Et par un processus miraculeux, si on peut dire, ou surnaturel, eh bien, le corps ne va pas s'abîmer. Ils vont faire peut-être 10, 20 ou 50 kilomètres, le corps sera toujours intact quand il va arriver dans le sanctuaire. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Voici un sanctuaire d'Ephiosot. C'est-à-dire, vous avez un autel avec à droite un autel Legba, et même un Tolegba, c'est l'équivalent d'un autel d'Hermès, par exemple, divinité des carrefours, divinité aussi, on va dire, qui fait l'intermédiaire entre les humains et les dieux, une sorte de messager, mais aussi de protecteur pour le foyer, on appelle ça un Legba, ou pour la communauté, on appelle ça un Tolegba. Et puis à gauche, vous avez ce qu'on appelle un autel d'Ephiosot. Le corps va être autopsié. Une autopsie, on va dire, pas médico-légale, pas scientifique non plus, mais une autopsie traditionnelle. Les prêtres d'Ephiosot vont ouvrir le corps pour trouver à l'intérieur du corps la preuve que l'individu a bien été foudroyé par la divinité et non pas empoisonné par quelqu'un d'autre. En gros, c'est un coup de foudre et non pas un coup de poudre. Et donc, c'est pas un jeu de mots, mais vous avez le droit de l'apprécier quand même. Et donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver au niveau du cœur, au niveau des poumons ou au niveau du foie, donc étage thoracique ou étage abdominal? On va trouver chez les femmes une petite pierre ronde et percée en son centre. Vous allez en voir un exemple après. Et pour les hommes, on va trouver un équivalent de pierre polie, tel qu'on pourrait en voir du néolithique ou plus récent, et qui correspond à ce foudre de Shango ou Ephiosot. Et là, c'est la preuve indubitable que l'individu a bien été foudroyé par la divinité. Ces pierres, bien entendu, sont conservées ensuite par les prêtres, par les dignitaires, et vont pouvoir ensuite être montrées comme la preuve de l'efficience et de la présence de la divinité. Et le cadavre, lui, il est étendu, comme vous le voyez là, sur le dessus de l'autel d'Ephiosot, protégé par un drap, tantôt blanc, couleur de l'initiation au vaudou, soit rouge, la couleur
de prédilection de Efioso, couleur du feu, vous l'avez compris, et le corps va rester là pendant un long temps. Et là, ça varie. Ça peut être 3 jours, ça peut être 1 semaine, ça peut être 40 jours. Et traditionnellement, ce corps ne se décompose pas, il ne s'altère pas, parce que, eh bien, il a été touché par la divinité, et ça fait partie de ces miracles, on appelle ça là-bas les mystères, qui sont visibles, à nouveau, preuve de l'efficience et de l'efficacité et de la matérialisation de la divinité. Et en dessous, on va trouver plein d'effets personnels de l'individu, tous les effets personnels de sa maison, tout ce qu'il a touché, et qui du coup sont considérés comme contaminés et potentiellement contaminants pour la famille et ceux qui vont rester dans la petite maison. Donc on va vider, vous allez voir tout ce qu'on va mettre dessous. Donc là, j'ai pris en photo 2 hôtels d'Efioso dans la lagune de Grand Popo, qui n'est pas qu'un lieu de club de vacances où on va s'alcooliser du matin au soir. Sur le plan du vaudou, c'est un lieu qui est extrêmement intéressant, notamment tout ce qu'on appelle l'embouchure de la bouche du roi. Et puis, vous avez un autre hôtel qui vient de Ouida, juste à côté. Donc voici ces hôtels qui sont maçonnés, et au-dessus, vous avez donc un cadavre qui est protégé, invisible, et puis en dessous, vous avez plein d'effets personnels de l'individu qui vont se dégrader au fur et à mesure du temps. Vous voyez, vous avez un grand canari, vous avez des assiettes, vous avez des bouteilles, quelques couverts, des éléments textiles. Généralement, c'est les draps, les morceaux du lit. Voilà, tout ce qui est intime de l'individu, on le met là. Tout ce qui n'est pas... quand c'est partagé ou que ça a une valeur relativement importante, comme une télévision par exemple, généralement, on ne le met pas à cet endroit-là. Quand même un effet un peu utilitariste. Vous avez même, vous voyez, la bassine en plastique en haut à droite qui servait à laver les effets personnels de l'individu. Deuxième hôtel, celui-ci, vous voyez, il est recouvert d'un drap rouge, la couleur d'Efioso. Il est un peu plus sobre, on va dire, avec du bois simplement qui soutient le cadavre. Et puis derrière, vous avez toujours l'hôtel de Legba, Tolegba en l'occurrence, et en dessous des effets personnels. Donc je vous ai fait un petit relevé périphérique, et puis quelques effets personnels qui sont en dessous. Et voici les exemples de pierres qui ont été retrouvées. Ça, ce sont des pierres, exactement les mêmes pierres. Les plus anciennes peuvent être même d'origine archéologique. Enfin, certaines sont très clairement d'origine archéologique et posent la question éventuellement d'une manipulation des dignitaires ou des prêtres de placer certaines pierres anciennes à l'intérieur du corps. Parce qu'on dit aussi, il y a une deuxième tradition qui dit que là où la foudre tombe, et la foudre, la vraie foudre cette fois-ci, lorsqu'un éclair touche le sol, un peu comme dans l'Antiquité romaine, quand on construisait un fulgur conditum, donc un lieu sacré avec des offrandes spécifiques, parce que la foudre avait touché la terre et donc l'endroit était devenu sacré, et bien de la même façon, quand la foudre touche le sol, les prêtres d'Efioso font une petite fouille archéologique, si on peut dire, et assez souvent, ils retrouvent une telle pierre dans le sol, à l'endroit même où la foudre a touché celui-ci. Preuve à nouveau que c'était bien Efioso qui s'est manifesté et qu'il a laissé une petite trace de son passage. Alors voici les pierres qui sont des pierres de foudre, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors on les appelle pierres tonnerre, pierres de foudre ou pierres de ciel, tout simplement. Et vous voyez que certaines sont cassées d'usage, d'autres sont relativement récentes et on voit qu'elles ont été patinées par un instrument type industriel. D'autres à droite sont un peu plus anciennes. Et puis voici des pierres féminines, qui sont des pierres qu'on utilise également. On peut également les taper l'une contre l'autre lorsque des prêtres d'Efioso pénètrent dans une communauté ou dans un temple, un peu comme si on utilisait des cymbales, tout simplement, pour faire du bruit et manifester l'importance du statut de ces personnes lorsqu'elles pénètrent dans le sanctuaire. Mais vous voyez que ce n'est pas n'importe quels objets qu'on utilise, ce sont des objets qui, d'eux-mêmes, sont la manifestation physique, palpable et sensible de l'apparition et surtout de l'action de la divinité. Encore un autre exemple de pierre, et vous voyez ces pierres-là font partie des collections du laboratoire que tu as cité, François, le laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie du futur musée Anthropologie, Archéologie, Biologie de Paris-Saclay, et certains de ces objets sont d'ailleurs présentés dans l'exposition Zombie au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que vous êtes maintenant un peu plus à l'aise avec cette divinité très particulière et justicière qui s'appelle Efioso, une divinité à respecter et à craindre, comme on dit. Merci.